Coucou. Le 1er mai 1990, Gregory Smart, qui a 24 ans, est découvert assassiné à son domicile par sa femme Pamela. Les premiers éléments découverts sur place laissent penser à un cambriolage qui a apparemment mal tourné. Mais peu à peu, les enquêteurs vont douter. Et si ce cambriolage qui avait mal tourné était en réalité un meurtre préparé minutieusement depuis plusieurs mois? Bienvenue pour une nouvelle HVF. Salut à tous, c'est Max Guys. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante dans laquelle on va parler de l'affaire Pamela Smart. C'est une affaire qui a fait beaucoup de bruit chez nos voisins américains à cause de la machination qui a été mise en place pour faire passer ce meurtre en tant que simple cambriolage. Avec cette vidéo, vous allez vous rendre compte que les couples tout autour de vous qui semblent complètement soudés pour l'éternité peuvent à tout moment s'assassiner dans un bain de sang sanglant. Et vous avez sûrement remarqué qu'il y a un nouvel ajout dans le décor. Un magnifique néon qui m'a été envoyé par la Maison du Néon qui propose sur leur site toute une collection de néons décoratifs mais aussi un personnalisateur de néons. Vous pouvez choisir le texte, la couleur, la police, le support, bref c'est vraiment ouf et la qualité est top. Il vous offre aujourd'hui 10% de réduction sur votre prochaine commande avec le code HVF10. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description pour personnaliser vous aussi votre propre néon. Et voilà, utilisez le code HVF10 pour avoir 10% de réduction. Ah, et petite parenthèse, les néons ont plein d'effets grave cool que je vais utiliser tout au long de la vidéo. Vous allez voir, ça va être très simple. Installez-vous, n'oubliez pas de vous abonner et on est parti. Un meurtre sanglant. Notre histoire prend place aujourd'hui dans le New Hampshire à Derry, United States of America. Promis, un jour je ferai un effort sur l'accent. C'est une petite ville très tranquille du nord-est des États-Unis, comptant 25 000 habitants à l'époque. Située entre le Vermont et le Maine, il ne se passe pas grand-chose à Derry tout au long de l'année. La ville est connue pour être très calme, mais aussi pour son nombre de meurtres égal la plupart du temps à 0. Faudrait peut-être que je pense à déménager là-bas vu le climat actuel en France. C'est ici que vivent Pamela et Gregory Smart, surnommé Greg. Âgés de 22 et 25 ans, ils sont mariés depuis presque un an au moment des faits, mais sortent ensemble depuis 4 ans maintenant. Pamela a rencontré Greg lors du Nouvel An en 1986 et les deux se sont tout de suite plu. Greg était un peu un bad boy pour l'époque, veste en cuir, cheveux bruns mi-longs, il avait tout pour plaire. Rapidement, le jeune couple a emménagé ensemble à Derry, au 4 Misty Morning Drive, un petit quartier pavillonnaire rempli de belles petites maisons pour débuter une vie d'adulte. Ils se sont mariés et puis voilà, la routine s'est installée peu à peu. Greg a trouvé un travail dans les assurances et Pam, quant à elle, a été engagée au lycée de Hampton, le Winnacunnet, situé à environ 42 minutes de route selon notre ami Google. J'ai pas été vérifié moi-même, mais ça va, je lui fais confiance. Pamela a été engagée en tant que coordinatrice des médias. En gros du gros, elle est chargée d'organiser des événements pour le lycée et d'organiser toute la publicité qui tourne autour du lycée pour en gros dire à toute la population qui habite aux alentours du lycée, venez chez nous, on est les meilleurs. Mais venons-en aux faits. On reviendra un peu plus tard sur les relations qu'avaient Pamela et Greg après leur mariage. Le mardi 1er mai 1990, Pamela rentre assez tard du travail. Elle a eu une réunion au lycée et arrive à son adresse à 22 h. Elle entre dans le quartier, tout est très calme, il fait nuit et voilà, elle se gare. Et elle se rend tout de suite compte qu'il n'y a aucune lumière à l'intérieur de la maison. Pourtant, Greg est censé être rentré maintenant depuis quelques heures et il n'a pas l'habitude de se coucher tôt. Il a même un peu peur du noir, donc il a tendance, lorsqu'il est seul dans la maison, à toujours laisser une petite lumière allumée. Pamela ne pose pas plus de questions que ça, elle avance vers sa maison, monte les 2 petites marches qui la séparent de la porte d'entrée, ouvre la porte, arrive dans le couloir et pousse un hurlement qui va terroriser
tout le voisinage. Pamela se met alors à hurler « Au secours! Mon mari! Mon mari !» Et elle se précipite chez des voisins. Elle tambourine aux portes, mais personne ne lui ouvre. Tout le monde a peur, ils entendent hurler dans le quartier, donc la plupart des voisins restent cachés chez eux. Heureusement, l'un des voisins va quand même finir par appeler le 911 en disant que l'une de ses voisines est en train d'hurler dans le quartier, que son mari est à terre et qu'il s'est passé quelque chose de grave. Sans attendre les secours, un voisin nommé Hugues va sortir et demander à Pamela ce qu'il se passe. Elle semble complètement traumatisée par ce qu'elle vient de voir et explique à Hugues que Greg est par terre, qu'il semble avoir mal et qu'il faut faire quelque chose. Hugues comprend tout de suite que s'il laisse Greg comme ça chez lui sans secours, en attendant que les secours justement arrivent, il va sûrement finir par mourir. Il prend alors son arme, c'est normal, on est aux États-Unis, et entre chez Pamela. Il avance, regarde dans tous les coins, il fait très sombre dans la maison, on est quand même à ce moment-là en pleine nuit, et il découvre alors Greg Smart, allongé sur le ventre, en plein milieu de la maison. L'homme a un trou dans la tête. Hugues, le voisin, comprend alors immédiatement que il ne peut rien faire. Greg est mort. La maison est sans dessus-dessous. Le salon est en bordel, il y a des coussins éventrés, la télé et la chaîne hi-fi du couple ont été entreposées près de la porte arrière de la maison, comme si quelqu'un s'attendait à devoir fuir avec justement cet équipement avec lui. La chambre a été fouillée, des vêtements sont partout, les armoires sont vidées et la salle de bain a été pillée. Les coffrets à bijoux de Pamela sont vides. Tout porte à croire qu'un cambriolage a eu lieu. Les vidéos de la scène de crime sont comme d'habitude après la sortie de cette vidéo sur mon Twitter. N'hésitez pas à venir voir. Les premiers enquêteurs qui arrivent sur place émettent rapidement l'hypothèse du cambriolage qui a mal tourné. Voilà, Greg est rentré du travail en soirée, il est tombé sur les cambrioleurs qui lui ont tiré dessus. Le souci, c'est que tout le monde se pose rapidement la même question. Pourquoi cambrioler dans ce type de quartier où tout le monde travaille la journée? Le soir, ça n'a aucune logique. Normalement, voilà, pour préparer un cambriolage, on repère un petit peu. Il se serait vite rendu compte que Pamela, en plein après-midi, n'est jamais là, et que Greg non plus, il est au travail. Pourquoi se pointer chez Greg et Pamela vers 20-21 heures? Ça n'a pas vraiment de sens. Mais bon, l'enquête ne fait que débuter, tout sera approfondi plus tard. Selon les premiers éléments, le ou les voleurs seraient entrés par la porte arrière ou la cave qui étaient toutes deux ouvertes. Des empreintes digitales seront relevées sur un meuble du salon et on découvrira qu'il y avait au moins 2 inconnus dans la maison ce soir-là. Et puis, c'est tout. Les personnes qui se sont introduites dans la maison n'ont pas vraiment laissé de traces. Tout semble s'être passé très rapidement. L'enquête s'avère donc dans un premier temps compliquée. Résoudre un cambriolage qui tourne en meurtre, c'est difficile si personne ne parle et surtout si les cambrioleurs et les meurtriers du coup n'ont laissé aucune trace. Eh bien, si personne ne vient témoigner contre eux ou si personne n'entend rien, on les retrouvera jamais. Mais ce qui va pousser nos enquêteurs américains à ne pas lâcher l'affaire va être le comportement de Pamela face à la mort de son mari. Lorsque les secours arrivent, elle ne demande pas si Greg peut être sauvé ou ce qu'il s'est passé, mais elle demande si son petit chien, un Shih Tzu, va bien. Bon alors ok, le chien c'est important, on aime tous les animaux je pense, mais quand tu découvres ton mari au sol chez toi dans une mare de sang et que les secours arrivent, le réflexe c'est au moins de leur demander s'il va bien, s'il est en vie, s'il peut être sauvé. La première phrase que tu demandes, c'est pas si ton Shih Tzu va bien. Voici donc comment débute notre affaire qui pourrait s'arrêter là. Mais au vu des rebondissements qui arrivent, je peux vous assurer qu'elle va vous rester en tête plusieurs semaines. Une femme froide. La nouvelle du meurtre a fait beaucoup de bruit à Derry. Voilà, c'est une petite ville dans laquelle il ne se passe pas grand chose, donc dès le lendemain matin, il y a eu énormément de journalistes devant chez Pamela. Je veux dire, bon voilà, d'habitude, il y a Dédé l'alcoolique qui fout un peu le bordel sur le trottoir, et il y a Mary Jane qui perd son chat tous les 3 jours. Les news sont pas faux folles à Derry. Donc là, on a une histoire de meurtre dans un petit quartier pavillonnaire. Greg est vendeur en assurance, Pamela est une jolie femme de 22 ans, c'est une bonne affaire. Pamela, après le meurtre, a dû préparer l'enterrement avec les parents de Greg, et son comportement était vraiment bizarre. Elle était froide avec tout le monde, et une chose qui a beaucoup choqué les parents de Greg, c'est que Pamela marchait sur les lieux du crime comme si de rien n'était. En gros, Greg avait été tué à la sortie du couloir au niveau de l'entrée du salon.
Jusque-là, c'est logique. Mais vu qu'il était mort à cet endroit-là, il y avait une tache de sang sur le sol. Et voilà, les enquêteurs, les experts scientifiques, pour ne pas traumatiser Pamela, ont mis une serviette sur cette tache de sang, là où était le corps de Greg. Et bien Pamela, quelques jours après les faits, lorsqu'elle va revenir dans sa maison pour préparer l'enterrement, va marcher sur cette serviette. Elle va faire plusieurs allers-retours là où était le corps de Greg sans aucune émotion. Elle va marcher sur cette serviette là où en dessous il y a le sang de Greg. Ça va beaucoup choquer les parents de Greg qui accompagnent Pamela pour choisir les derniers vêtements de Greg. Et d'ailleurs, heureusement que ses parents étaient là parce que Pamela va choisir tous ses vêtements sans aucun amour. Elle va lui mettre une chemise moche, des chaussettes moches, un pantalon moche. Elle va tout prendre au hasard pour habiller Greg lors de son enterrement. Je veux dire, le pauvre type, si ses parents n'avaient pas été là, aurait ressemblé littéralement à un clown le jour de son enterrement. Heureusement, au final, c'est les parents de Greg qui ont choisi ses habits. Pamela, ce jour-là, se plaindra même du fait que la poudre pour relever les empreintes digitales avait taché l'un de ses meubles. À partir de là, vous comprenez bien pourquoi le comportement de Pamela va tout de suite intriguer. Elle est jeune, elle a 22 ans, elle était mariée depuis moins d'1 an à son premier amour qu'elle connaissait depuis plusieurs années. Greg vient de se faire assassiner chez lui gratuitement, froidement. Et Pamela ne semble pas du tout effondrée. Il y a quelque chose qui cloche. Pendant ce temps, l'enquête continue et tout le monde comprend peu à peu que cette scène de pillage, ce cambriolage qui tourne mal n'est pas logique. Ils ont certes tué Greg, mais pourquoi porter une arme à feu? On a affaire là à des amateurs, à des petits cambrioleurs. Pourquoi se rendre dans une maison avec un flingue? Ils ont oublié des tas de bijoux, les cartes bancaires n'ont même pas été volées, la housse d'un oreiller leur a servi de sac, ce qui veut dire que les cambrioleurs, au moment où ils entrent dans la maison, n'avaient pas avec eux un sac pour mettre les bijoux et les objets de valeur. Ça n'a aucun sens, c'est comme si vous alliez assassiner quelqu'un avec un pistolet dans lequel il n'y a aucune balle. La vie de Greg va donc être passée au peigne fin. On va se rendre compte qu'il aimait beaucoup jouer au casino. On retrouve également de l'herbe dans sa voiture. Serait-ce une histoire de dette, de drogue? Les enquêteurs n'y croient pas trop. Tout ce travail a l'air d'avoir été fait par des amateurs. Pendant que l'enquête continue, l'enterrement de ce pauvre Greg a lieu. Un comportement mystérieux. La veillée funèbre va avoir lieu en 2 temps. Une cérémonie l'après-midi et une en soirée pour que tout le monde puisse venir dire au revoir à Greg. Pamela dira à plusieurs de ses proches qu'elle est pressée d'en finir parce que, de une, c'est trop long et de deux, elle en a marre que des gens viennent la prendre dans ses bras. Elle sera filmée en train de pleurer, menée jusqu'au cimetière. Une cagnotte sera aussi organisée, non pas pour rembourser les frais d'enterrement, mais pour financer du nouveau matériel dans les cours de Pamela. Bon, pourquoi pas. 3 élèves du lycée vont également venir présenter leurs condoléances à Pamela. Cecilia Pierce, 15 ans, Billy Flynn, 16 ans et Vince Latim, 17 ans. Les 3 connaissent bien Pamela puisqu'ils font partie de son groupe chargé d'organiser des événements au lycée. Sauf Vince, mais il est le meilleur ami de Billy, donc ce jour-là, il l'accompagne. Mais en civil, parmi la foule venue rendre un dernier hommage à Greg, il y a aussi des policiers prêts à écouter le moindre petit potin. Ah bah je vous dis, dans cette affaire, ça change, hein. Les enquêteurs de Derry, généralement, n'ont rien à faire. Donc là, ils ont une histoire de meurtre un peu mystérieux, les types s'investissent à fond. On va apprendre pendant cet enterrement que le mariage très récent de Greg et Pamela se portait plutôt mal. Greg avait trompé Pamela et elle avait du mal à s'en remettre. À la suite de ça, elle aurait dit à l'une de ses amies « S'il mourait, ça nous faciliterait la vie, tu ne crois pas? Pas de divorce, ni de toin-toin. » Le grand sommeil. 2 jours plus tard, Pamela va donner une liste aux enquêteurs de toutes les personnes qui se sont rendues chez elle pour voir si les empreintes d'inconnus retrouvées sur un meuble du salon ne correspondent pas. Elle va également donner une interview à Channel 9, une chaîne d'infos américaine, et va rendre très mal à l'aise le journaliste. Pamela face caméra semble très froide. Elle raconte que son mari ne se droguait pas et que quelqu'un sait forcément quelque chose. Mais plus bizarre encore, entre-temps, Pamela a déménagé et loue une petite maison le temps de l'enquête. Elle y a fait livrer toutes ses affaires, toute sa vie. Eh bien, dans cette nouvelle maison, il n'y a aucune photo d'elle et de Greg. Comme si elle l'avait déjà oublié. Vous savez, et peut-être que vous l'avez même déjà vécu, la plupart des gens qui perdent un proche mettent pas mal de photos de lui sur un meuble, créent un petit hôtel religieux le temps du deuil pour pouvoir lui rendre un dernier hommage. Eh bien non, dans sa nouvelle maison, Pamela n'a rien mis de Greg. Il n'y a aucune photo, rien du tout. Pendant ce temps, l'enquête continue et on se rend compte que Greg, alors qu'il trompait Pamela, avait mis enceinte une autre fille et il n'avait pas voulu payer l'avortement. Bon, alors je vous avoue
que plus on en découvre sur Greg, plus je comprends entre guillemets pourquoi Pamela est froide. Greg avait l'air d'être un type peu fidèle et je peux comprendre que Pamela ne soit pas si attristée que ça par sa mort. Est-ce que cette maîtresse s'est vengée parce que Greg n'a pas voulu financer l'avortement? C'est un peu faible comme motif. Ce qui va changer toute notre histoire est une femme anonyme qui va contacter les enquêteurs. Et je peux vous assurer qu'à ce stade de la vidéo, vous n'avez encore rien vu. Mais alors, rien du tout. Un appel anonyme. Le 14 mai, 13 jours seulement après le meurtre, le téléphone sonne dans le bureau des enquêteurs. À l'autre bout du fil, c'est une femme assez nerveuse qui refuse de donner son nom pour ne pas être impliquée dans l'affaire. Elle explique que le meurtre de Greg n'a rien à voir avec un cambriolage qui a mal tourné. Bon, ça, on s'en doutait un peu. Et que Pamela a décidé de le tuer pour toucher l'argent de l'assurance vie qui est à hauteur d'environ 100 000 $. La femme au téléphone explique qu'une élève du lycée en sait beaucoup. C'est une jeune fille de 15 ans qui s'appelle Cecilia Pierce. Oui, la même qui est venue à l'enterrement de Greg. Un lien existerait donc entre le meurtre de Greg et des élèves du lycée. Cecilia est pourtant une simple élève de 15 ans. Sans histoire, elle n'a jamais eu de soucis au lycée et est entrée dans le groupe qu'a créé Pamela pour organiser des petits événements. Elle en est même devenue sa secrétaire. C'est une élève à l'époque renfermée sur elle-même. Elle se trouve un peu grosse, moche, inintéressante. Donc ce petit job de lycéen de secrétaire, ça lui plaît beaucoup. C'est d'ailleurs grâce à ce groupe qu'elle a rencontré ses nouveaux meilleurs amis et ses seuls amis garçons, Vince, Patrick et Billy. En allant l'interroger, les enquêteurs ne s'attendent pas à ce qu'elle en dise beaucoup, surtout vu que l'interrogatoire est fait avec les parents. Donc si Cecilia a quelque chose à voir de près ou de loin là-dedans, elle ne va rien dire. Et c'est exactement ce qu'elle dira. Si quelqu'un dit que je suis lié à ce meurtre, à cette affaire sordide, il ment. Pamela va d'ailleurs beaucoup s'énerver en apprenant que les enquêteurs ont approché Cecilia en disant « Comment peut-on suspecter des êtres si jeunes ?» C'est vrai, quand on est jeune, on fait tous des petites bêtises, un petit vol, une petite connerie, on télécharge un petit film illégalement, voilà. Mais de là à tuer un homme, c'est pas ouf. Ce n'est que le 9 juin 1990, un mois après le meurtre de Greg, que l'affaire va faire un bond de géant et révéler à l'Amérique tout entière une histoire horrible qui sera par la suite adaptée en livre, documentaire et film. Ce jour-là, le père de Vince se rend au commissariat. Son arme personnelle en main, un calibre 38, a été complètement nettoyé par son fils. Et il a peur qu'il soit lié à toute cette affaire. Et effectivement, après analyse, l'arme personnelle du père de Vince, meilleur ami de Billy, est liée au meurtre de Greg. C'est l'arme du crime. Faisons maintenant un retour dans le passé pour découvrir tous ensemble ce que les enquêteurs vont révéler au grand jour après avoir retrouvé l'arme du crime. Une prof manipulatrice. Lorsqu'elle arrive au lycée de Hampton en tant que coordinatrice des médias, Pamela organise rapidement un recrutement pour savoir qui veut participer à ses cours et qui veut l'aider dans son travail. Billy Flynn et Vince Latimer, intrigués par ce nouveau cours, ont décidé de s'y rendre pour voir ce qu'il s'y passait. Au final, il n'y a pas eu beaucoup d'élèves dans ce premier cours, 4-5 à peine, mais tout de suite, Pamela a vraiment tapé dans l'œil de Billy qui a dit à Vince « Je suis amoureux ». Et juste parce que la prof était jolie, Billy et Vince se sont donc inscrits à son cours. C'était pas vraiment un cours, ça se passait dans un bâtiment à côté du lycée, dans une petite pièce. On parlait d'un peu de tout, comment faire de la publicité, comment bien faire connaître le lycée. C'est à ce moment-là que Cecilia s'est jointe à eux. Pamela a très vite pris ses ados sous son coude. Voilà, elle venait d'emménager, elle n'avait que 22 ans et n'avait aucun ami à Derry ni au lycée. Donc entre eux, il n'y avait pas vraiment une relation prof-élève. C'était plus un bon groupe de potes avec Pamela, voilà, qui avait 22 ans. Peu à peu, elle va vraiment se rapprocher d'eux. Son mariage avec Greg, qui n'a même pas un an, commence à vraiment mal tourner. Greg l'a trompé, il rentre tard et ne veut pas quitter son job dans les assurances pour avoir de meilleurs horaires. Pamela se sent abandonnée et elle a peu d'amis à Derry. Elle est originaire à la base de Floride, donc ses seuls proches sont les ados. En manque d'amour et d'affection, Pamela va peu à peu se rapprocher de Billy qui a 16 ans. C'est un garçon comme les autres, qui a son groupe de potes et qui vit seul avec sa mère depuis maintenant 3 ans, son père étant décédé dans un accident de voiture. Depuis sa mort, il s'est beaucoup renfermé sur lui-même et il a eu beaucoup de mal à faire son deuil. À côté de ça, il aime le rock, faire du skate et de temps en temps voler des autoradios. Bon alors notons que le gamin a une espèce de giga ray au milieu du crâne avec une belle coupe mulet,
Mais bon, c'est les années 90, on pardonne. Vous imaginez bien que pour Billy, qui fantasme sur la jolie Pamela qui a 22 ans, sortir avec elle, c'est inimaginable. Il n'a que 16 ans, voilà, il en rigole de temps en temps, mais c'est tout quoi. Mais pourtant, peu à peu, Pamela va instaurer un jeu de séduction avec Billy. Et ça va y aller très très fort. Un jour, elle va lui demander d'aller faire développer un rouleau de photos et de lui emmener le lendemain matin dans son bureau. Donc voilà, Billy le soir en sortant des cours, il va faire développer les photos. Il va chercher le lendemain matin l'enveloppe, il ne l'ouvre pas, c'est privé, ça l'intéresse pas. Il arrive le matin dans le bureau de Pamela, lui dépose les photos et elle lui demande s'il a regardé à l'intérieur. Billy répond que non. Pamela va donc ouvrir l'enveloppe sur son bureau et sortent de l'enveloppe des dizaines de photos de Pamela en bikini dans des poses suggestives. Voilà, ce genre de photos, c'était un peu les nudes de l'époque. Aujourd'hui, les gens s'en envoient sur Snapchat. Avant, on faisait développer des photos. Elle va finalement dire à Billy que ces photos ne lui plaisent pas et qu'elle n'en veut pas. Elle demande donc à Billy s'il veut les prendre et du haut de ses 16 ans, notre ado répond oh, « pourquoi pas, après tout ». Donc voilà, il va prendre toutes les photos de Pamela en bikini et les ramener chez lui. Bon alors, ce qu'il va faire avec ces photos, ça nous intéresse pas, j'ai pas été chercher les détails. Ces photos par la suite ont été retrouvées, elles ont fuité et elles sont disponibles également sur mon Twitter après la sortie de cette vidéo. Mais pour mettre Billy en totale confiance, il va en falloir bien plus. Le début du plan. Au fil des jours qui passent, Pamela va parler de son mariage malheureux, du fait que Greg l'a fait souffrir. Elle va raconter qu'une fois, il l'a fait rentrer à pied en pleine tempête de neige, en ajoutant que depuis qu'elle a rencontré Billy, sa vie a changé et qu'elle pense tout le temps à lui. Vous imaginez bien qu'à ce moment-là, Billy, qui a 16 ans, se décompose littéralement dans le bureau de Pamela. Parce que sa prof de 22 ans vient de lui dire qu'elle pense tout le temps à lui. Il ne va pas réagir du tout et sortir du bureau. Bon alors dans ce genre de situation, chacun réagit différemment. Notre président de la République a eu sa propre réaction. Quand ils vont se voir seuls, Pamela va peu à peu parler du fait qu'elle aimerait bien se débarrasser de Greg. Parce que elle est coincée avec lui, elle ne peut pas divorcer puisque s'il divorce, Greg prendra tout, la maison, les meubles, les vêtements et même le chien. Toutes ces discussions vont faire naître en Billy une haine envers Greg. Il le voit comme un connard, comme un enfoiré. Pour les cours, Pamela va être amenée plusieurs fois à inviter les ados chez elle pour travailler ou filmer des spots de pub pour le lycée. Un jour, après une après-midi de travail, elle va demander à Billy de rester pour discuter. Et va tout doucement l'emmener dans sa chambre. Ils vont tous les deux s'allonger sur le lit et s'embrasser. Je trouve que ce premier baiser est vraiment symbolique. C'est comme s'ils signaient tous les deux un pacte qui va les mener peu à peu vers l'horreur. Ils s'embrassent en fin d'année 1989. Billy et Pamela vont donc flirter ensemble et du haut de ses 16 ans, notre Billy, il va se vanter à tout le monde d'avoir réussi à pécho Pamela. Vous imaginez bien que voilà, le type à 16 ans, il a embrassé sa prof, avant il avait quasiment jamais eu d'aventure avec des filles. Franchement, il le hurle dans tout le lycée. En février 1990, Pamela invite Billy et Cecilia pour se faire une soirée film chez elle. Greg est parti au ski avec des amis. Ce soir-là, elle avait promis à Billy de danser pour lui et de l'ensorceler. Je peux vous dire que Billy, ce jour-là, lorsqu'il se rend chez Pamela pour une soirée, il est fier comme un coq. Le type est prêt à se faire ensorceler. En milieu de soirée, Pamela et Billy ont laissé Cecilia seule dans le salon. Ils sont montés dans la chambre et pour la première fois ce soir-là, Billy a couché avec une fille. Il a couché avec Pamela, sa prof de 22 ans. Après cette nuit ensemble, ils vont répéter l'expérience plusieurs fois. À vrai dire, ils étaient devenus comme un couple. Ils ne se cachaient presque pas. Pamela emmenait Billy au lycée tous les jours et de temps en temps, ils osaient s'embrasser sur le parking. Bon, quand il n'y avait vraiment pas grand monde non plus, mais voilà, ils n'étaient pas du tout un couple caché. Et peu à peu, Pamela va expliquer à Billy que s'ils veulent continuer à se voir, il va falloir se débarrasser de Greg et que la mort est la seule solution. Alors bien sûr, dites-vous bien que Cecilia était au courant de tout ce qui se manigançait et Vince également vu qu'il était le meilleur ami de Billy. Tout doucement, une espèce de jeu malsain va commencer à se mettre en place. Voilà, Billy n'a pas du tout pour objectif de tuer Greg, il n'a que 16 ans, il a même pas le permis, pas de voiture, pas d'armes, rien du tout. Mais lorsqu'il voit Pamela,
Ils vont commencer à parler tous les deux d'un plan pour tuer Greg. Et Billy, ça va beaucoup l'amuser. Il va voir ça un peu comme un jeu. Voilà, il pourrait entrer dans la maison en pleine nuit, tuer Greg, s'enfuir en courant et passer le reste de ses jours avec Pamela. Ça va vraiment beaucoup l'amuser d'organiser un petit plan. Voilà, un petit plan de meurtre comme ça. Mais voilà, vraiment, c'est juste pour rigoler. Même si selon Billy, c'est juste pour rigoler, il va chercher peu à peu à se procurer une arme. Bon, ce sera un échec, il n'y arrivera pas. Et finalement, l'idée va faire son petit bout de chemin. Voilà, il a fait à peu près un plan, il en parle assez souvent avec Pamela, et il va se dire, et si c'était possible? Et si au final, je pouvais tuer Greg sans jamais me faire prendre? Ce serait tout bénef, je serais avec Pamela pour le reste de ma vie. Il va en parler à ses meilleurs amis, Vince bien évidemment, mais aussi Patrick qui a pour surnom Pete. Alors bien sûr, ils vont lui dire qu'il est complètement malade et que c'est hors de question qu'il l'aide à tuer Greg. Et pourtant, 3 tentatives de meurtre. Billy se retrouve seul, manipulé par Pamela. Une première tentative de meurtre va avoir lieu à la fin du mois de mars 1990. Pamela a une réunion le soir et elle a fait exprès de laisser la cave ouverte pour que Billy puisse entrer et tuer Greg. Alors Billy va chauffer, il va dire à Pamela « T'inquiète, c'est ce mois-ci que je tue Greg, c'est sûr, je rentre, je le tue et c'est bon ». Le problème c'est que le soir même, le soir prévu de la première tentative de meurtre, Billy se rend compte qu'il a aucun allié, il a pas de permis, toujours pas de voiture, toujours pas d'armes, donc il va juste passer une soirée tranquillement en attendant l'appel de Pamela lorsqu'elle sortira de sa réunion. Au moment où Pamela apprend que Billy n'a pas tué Greg, elle va péter un plomb en disant « Tu ne m'aimes pas, tu me mènes en bateau, tout est fini, adieu ». Billy va fondre en larmes et se rendre cette soirée-là chez Vince. Il demande aussi à Pete de venir et les supplie de l'aider à tuer Greg pour qu'il ne perde pas Pamela. Mais les garçons refusent toujours de tuer un homme. Lors de la première semaine d'avril, Billy revient à la charge. Il dit à Vince et Pete que s'ils l'aident, Pamela leur prêterait la nouvelle voiture qu'elle se paierait avec l'assurance vie de Greg et que pendant le cambriolage, ils pourraient prendre tout ce qu'ils veulent. Une fois de plus, les garçons répondent non. Alors tout le monde répond non, sauf Raymond Flower qui s'était invité à cette petite réunion. Raymond a 18 ans, c'est un garçon déscolarisé qui est prêt à tout pour se faire un peu d'argent. Et il flaire tout de suite le bon plan, tuer un homme dans un cambriolage avec sa femme qui est complice, impossible de se faire prendre, c'est le bon plan. Il accepte donc d'aider Billy. Billy a maintenant un allié qui a le permis de conduire et qui pourrait donc l'aider à aller jusque chez Pamela, puisque son domicile est situé à 40 minutes de route. Et ça, c'est top. C'est top pour Billy, hein, pas dans la vraie vie, hein. N'essayez pas de trouver des alliés pour tuer quelqu'un, vous allez finir en prison. Le souci c'est que Raymond, il a le permis, mais il a pas de voiture, et il a encore moins d'armes à feu. Donc les deux garçons vont demander à Pamela qu'elle leur prête sa voiture le soir de la deuxième tentative de meurtre. Bah oui, quelle bonne idée. Pamela va accepter, disant qu'elle laissera les clés sur le contact le soir venu, et Raymond quant à lui décidera de prendre un couteau. Faut savoir que chaque tentative de meurtre est organisée uniquement lorsque Pamela a une réunion le soir, puisque comme ça lui donne un alibi. Elle n'était pas du tout chez elle, elle était à une réunion et des dizaines de témoins peuvent l'affirmer. Début avril, en pleine soirée, voilà donc Billy et Raymond, couteau en poche, en route vers chez Pamela pour simuler un cambriolage et tuer Greg. Le problème, c'est que Billy va se dégonfler. Il va faire en sorte que Raymond se perde sur la route pour arriver trop tard chez Pamela et Greg. Puisque le but, c'est d'arriver lorsque Greg n'est pas encore rentré, comme ça les garçons peuvent se cacher dans la maison et le surprendre lorsqu'il rentre. Le souci ce jour-là, c'est qu'ils se perdent, donc lorsqu'ils arrivent devant le domicile de Greg et Pamela, Greg est déjà rentré, donc ils font demi-tour. Pamela, face à ce deuxième échec, va complètement péter un plomb. La fin d'année approche et il ne lui reste plus qu'une seule réunion avant de clôturer son année au lycée. Cette réunion a lieu le 1er mai et si Billy échoue, ce sera la fin de sa relation avec Pamela. Rendez-vous compte quand même que Cecilia dans tout ça reste très proche de Pamela et est au courant de tout ce qu'il se passe, absolument tout. Mais elle a peur de décevoir Pamela et elle ne dénonce personne parce qu'elle pense que de toute façon Billy n'aura jamais le courage de tuer Greg, si on peut appeler ça du courage, hein, bien évidemment. Les raisons qui vont pousser Pete et Vince à se joindre à Billy et Raymond sont toujours à l'heure d'aujourd'hui très floues. Ils ont refusé plusieurs fois, trouvé le plan stupide pour au final accepter de participer à l'ultime tentative. Ils se sont tous mis d'accord avec Pamela pour qu'après le meurtre, ils touchent chacun 500 $. 500 misérables dollars pour le meurtre d'un homme. Le plan.
Les 4 garçons vont se mettre d'accord sur un plan. Porter des vêtements sombres, se garer sur le parking du centre commercial qui est au-dessus de la maison de Pamela pour pouvoir ensuite s'approcher à pied sans bruit. C'est Vince qui conduira ce soir-là. Sa grand-mère lui prêtera sa voiture pour sortir et c'est également lui qui va trouver l'arme du crime, le revolver de son père. Le plan est en place et le 1er mai 1990, Greg Smart, au petit matin, part au travail. Il embrasse Pamela, lui dit au revoir et il ne sait pas qu'il ne la reverra jamais. Ce soir, il meurt. Ce soir-là, le plan est prêt. Les garçons sont sûrs d'eux, ils vont réussir. Faut bien s'imaginer que à ce moment-là, ils sont dans un état un peu bizarre. Par exemple, Vince et Pete pensent réellement qu'ils ne vont pas pouvoir aller jusqu'au bout, ils ne vont pas tuer cet homme. C'est juste un délire, voilà, ils vont arriver sur le parking en mode « ouais, trop drôle, on va tuer quelqu'un ». Ils vont manger une pizza et ils vont revenir sans tuer Greg. Ils pensent vraiment que tout va s'arrêter au bon moment. Ce jour-là, des témoins ont dit que Pamela avait mis une bague à chaque doigt pour être sûr que les garçons qui avaient autorisation de cambrioler sa maison ne volent pas ses plus belles bagues. Elle avait bien pensé à laisser la cave ouverte pour que tout le monde puisse s'y faufiler. Elle avait aussi dit aux garçons d'éviter de foutre du sang partout. Les ados vont partir vers 18h pour Derry, qui est donc à 40 minutes de route. Une fois à Derry, ils se garent sur le parking du centre commercial, puis partent manger une pizza. Ils ont mis dans un grand sac de sport des vêtements sombres et des gants pour ne pas être vus une fois la nuit tombée. Il est 21h lorsque Billy et Pete sortent de la voiture. Vince et Raymond ne participent pas. Ils restent dans la voiture au cas où ça tourne mal. Raymond ne veut pas plus participer que ça parce que la fois où Billy s'est trompé de route, ça l'a un peu refroidi. Billy et Pete se dirigent donc vers la maison de Pamela. En pleine nuit, ils vont se changer derrière des poubelles, enfiler leurs gants, contourner le quartier et entrer dans la cave. Ils y sont. Le plan qu'ils prenaient à la base, à la rigolade, est en train d'arriver au bout. Le petit chien de Pamela sera jeté à la cave. Pauvre bébé. Ils vont retourner la maison, voler les bijoux restants de Pamela, préparer la télé et la chaîne hi-fi près de la porte arrière pour que, quand le travail sera fait, ils puissent partir avec ses équipements. Aux alentours de 21h20, Greg rentre chez lui. Il ouvre la porte de sa maison, appelle son chien qui ne vient pas et là, il y a une petite seconde de silence. Billy est caché dans un coin, à côté des escaliers et Pete, quant à lui, est en haut des escaliers, prêt à bondir. C'est à ce moment-là, c'est à cette seconde que se joue leur destin, le reste de leur vie. Billy se jette sur Greg, l'attrape, le frappe, le met à terre. Greg tente de se défendre, il ne comprend pas ce qu'il se passe. Pete arrive en renfort et tous les deux réussissent à maîtriser Greg. Ils demandent alors ce qu'il se passe, ce qu'ils veulent. Billy répond alors « Ta gueule, donne-nous ta bague de fiançailles ». Ce à quoi Greg répondra « Non, ma femme me tuerait ». Pete va alors sortir le couteau et le donner à Billy, qui se rend compte qu'il est incapable de tuer Greg d'une telle façon. Il va sortir son arme, le revolver calibre 38, le revolver du père de Vince, l'armer, viser la tête de Greg et dire « Mon Dieu, pardon ». Un coup de feu retentit dans la maison. Greg s'effondre, une balle en pleine tête. Billy Flynn, 16 ans, vient d'abattre un homme de sang-froid. Tout s'est passé en moins de 5 minutes seulement. Après le coup de feu, c'est l'anarchie. Billy et Pete sortent en courant de la maison. Ils courent comme des malades à travers la plaine qui les sépare du parking. Ils ont en main le revolver et une housse d'oreiller dans laquelle ils ont mis les bijoux. Rien d'autre. Vince et Raymond, qui étaient restés dans la voiture, voyant Billy et Pete revenir en courant, ne vont pas en revenir. Est-ce qu'ils l'ont fait ? Oui, répondra Billy. Vince s'accrochera au volant, un regard dans le vide, choqué par ce qu'il vient d'entendre. Il comprend à ce moment-là qu'il s'est rendu complice de meurtre. Sur le trajet du retour, 40 minutes c'est long, Billy était tout excité. Il n'arrêtait pas de répéter, sourire aux lèvres, « J'ai tué un mec !» Après avoir déposé tout le monde, Vince a nettoyé le revolver de son père, l'a rangé. Billy, quant à lui, est parti se coucher, heureux d'avoir réussi sa mission, heureux de passer le restant de ses jours avec Pamela. Raymond a gardé les bijoux et Pete est lui aussi allé dormir. Le 2 mai, Billy, Pete et Vince se sont rendus au lycée comme d'habitude et Pamela a remercié Billy dans son bureau, fermé à clé.
Mais le souci, c'est que les garçons parlent trop. Ils vont raconter le meurtre à tous leurs amis plus ou moins proches. C'est-à-dire que, après seulement quelques jours, vous avez la moitié du lycée qui est au courant que Billy, Pete et Vince ont été tués Greg Smart. Cecilia elle-même va parler à l'une de ses amies de ce fameux meurtre et c'est cette amie qui va passer un coup de fil anonyme. Les garçons vont également raconter le meurtre à un certain Ralph Walsh, l'un de leurs très bons amis. Ou plutôt, c'est Ralph qui va les surprendre en train de parler du meurtre. Il va immédiatement avertir le père de Vince qui va aller voir son revolver, il va se rendre compte qu'il a été nettoyé et va se rendre au commissariat. En comprenant l'énorme connerie qu'ils avaient faite, les garçons vont tenter de fuir. Une fuite désespérée. Les 4 garçons vont tenter de fuir vers le sud des États-Unis avant de revenir chez leurs parents puisque finalement aucun mandat d'arrêt n'a été délivré. Ils vont tenter plus ou moins d'expliquer à leurs parents ce qu'il s'est passé et Vince va dire à son père « Oui, effectivement, j'ai prêté ton revolver, mais moi je l'ai pas tué et en plus, j'ai pas couché avec Pamela. » Ce à quoi son père répondra « Encore heureux qu'elle ne vous ait pas tous mis dans son lit. Vous auriez été capable de tuer la ville entière. » Plutôt marrant et pas faux. Faut que j'arrête de taper des mains parce que généralement quand je tape des mains en vidéo, ça veut dire autre chose. Cecilia va être interrogée en première. Elle n'a pas participé au meurtre, mais elle en sait beaucoup. Le souci c'est qu'elle ne dira rien comme je vous disais en début de vidéo. Mais les enquêteurs vont tellement lui faire peur que le soir même de son interrogatoire, elle va parler à ses parents, leur dire « Écoutez, j'ai beaucoup de choses à dire aux enquêteurs, ce serait bien qu'on y aille maintenant » et elle va tout raconter. Ça fait donc à ce moment-là 2 témoignages à charge. C'est milieu juin 1990, à 8h du matin, que l'ordre d'arrêter Billy, Pete, Vince et Raymond est émis. Le problème c'est qu'une fois de plus ils sont introuvables. Ils se sont réfugiés dans une salle de cinéma pour se changer les idées. Bon, les enquêteurs les arrêtent sans souci, même si Billy sera vraiment furieux de ne pas pouvoir voir la fin du film. C'est dingue parce que même dans les vidéos d'époque, on voit qu'ils n'en ont rien à faire. Ils sont là, ils se font arrêter, bon, ils se débattent pas, comme si pour eux c'était inimaginable d'aller en prison à leur âge. De se faire prendre comme ça si facilement alors qu'ils étaient persuadés de réussir. À partir de là, tout va s'enchaîner. Pamela va complètement paniquer en apprenant l'arrestation des garçons. Elle va passer des appels en pleine nuit pour savoir où en est l'enquête. Est-ce que les garçons ont dit quelque chose? Un journaliste va se rendre chez elle pour lui demander son avis sur ces arrestations. Elle va se dire complètement anéantie. Alors qu'elle devrait être heureuse. Ok, bon, ces ados étaient proches d'elle, mais elle aurait pu dire à la caméra « Je suis contente que l'affaire avance, ok, on va enfin en savoir plus. » Mais non, là elle est anéantie, en dépression. Alors que lors du meurtre de son mari, elle n'était pas du tout comme ça. Rappelez-vous les vidéos des interviews, on la voit bien maquillée, pas du tout en pleurs, elle parle normalement. Cecilia va être recrutée par les enquêteurs pour enregistrer Pamela lorsqu'elle parle du meurtre. Ça va fonctionner. Le 12 juillet 1990, 2 mois après les meurtres, plusieurs audios seront enregistrés dans lesquels elle parle des meurtres, du plan et de sa relation avec Billy. Pendant ce temps, Billy, Pete, Vince et Raymond ne disent rien. Absolument rien. Ils nient tout en bloc et ne savent rien. De toute façon, Pamela les avait prévenus, si vous êtes arrêtés, ne vous en faites pas, vous êtes mineurs. Bon, sauf pour Raymond qui a 18 ans, pour lui c'est un petit peu foutu, mais tout le reste est mineur. Donc au pire, même s'ils sont jugés coupables par un tribunal pour mineurs, ils vont aller en prison jusqu'à leur majorité et puis voilà, ils ressortiront. Mais de toute façon, même si les garçons ne parlent pas, les enquêteurs ont 2 témoignages et un enregistrement audio. Le 13 août 1990, Pamela Smart est arrêtée à 13h au lycée. On peut le voir sur la vidéo qu'elle tire une drôle de tête. Le jour de son arrestation, 2 enquêteurs entrent dans son bureau et lui disent « Écoutez Pamela, j'ai 2 nouvelles pour vous. La bonne, c'est qu'on a résolu le meurtre de votre mari. La mauvaise, c'est que vous êtes en état d'arrestation. » Slack. Mais même si Pamela est arrêtée, pour l'instant, à part un enregistrement audio, rien ne la relie au meurtre. Cecilia a témoigné, ok, Ralph également, mais le vrai meurtrier, Billy, n'a rien dit. Et donc, Pamela a toujours une chance de s'en sortir. Une fin rageante. En prison, Pamela ne va rien dire, mais va beaucoup faire parler d'elle. Elle se dit innocente, au bord du suicide, prête à tout pour sortir de prison. Le souci, c'est qu'elle va avoir un sacré rappel à l'ordre, puisqu'elle va essayer d'engager un tueur à gages pour qu'il tue Cecilia, qui en sait donc beaucoup et qui l'a piégée avec les enregistrements audio. Elle va se faire attraper et va être mise à l'isolement. 5 mois vont passer. Pendant 5 mois, les 4 garçons vont dormir en prison sans rien dire. Ils n'ont rien à voir avec Pamela et ont commis le crime
seul. Pamela de son côté garde sa position jusqu'au bout. Elle ne sait rien et ne comprend pas pourquoi elle a été arrêtée. Mais ce qui va changer toute la face de cette histoire arrive le 22 janvier 1991. Après quasiment 6 mois de prison, les principaux accusés signent un papier avec l'accusation disant « Si vous dites toute la vérité concernant Pamela, vous aurez des peines réduites ». Ce qui veut dire qu'ils vont témoigner tous les 4 contre Pamela. Le procès des garçons eut lieu le 28 janvier, sauf pour Raymond qui était majeur et qui sera jugé par la suite par un autre tribunal pour adultes. Et ce qui m'a beaucoup marqué concernant ce procès, c'est le comportement des garçons. Tout le procès a été filmé et c'est pour ça qu'à partir de maintenant vous allez voir énormément d'images d'époque et vous allez voir que les garçons ont un comportement assez bizarre. Par exemple, Vince ne semble pas se rendre compte de quoi il est accusé. Il doit sûrement se dire qu'il n'a tué personne et qu'il n'ira pas en prison. Mais pour la justice, il est complice. Il ne laisse paraître aucun signe de stress, ne bouge pas, ne tremble pas. Il est très droit et regarde dans les yeux l'accusation qui lui pose des questions. Pour Pete, c'est la même chose. Il a certes aidé au plan, est venu avec Billy, mais n'a pas tué Greg et ne se considère pas comme coupable. Alors que lui aussi n'a rien fait pour arrêter ça. Il est carré, regarde devant lui, répond sans bégayer. Même quand il raconte la nuit du meurtre, il ne laisse rien paraître. Cecilia sera elle aussi appelée à témoigner et elle semble carrément s'ennuyer. Elle raconte pendant plus de 2 heures comment les garçons et Pamela ont élaboré le plan. Comment elle a été mise au courant de tout et pourquoi elle n'a jamais rien dit. Mais ça ne semble rien lui faire. Aucun regret. Ce comportement va rendre fou le père de Greg qui va hurler dans le tribunal. Comment est-ce possible? Comment peut-on tuer un homme qui ne vous a rien fait et n'éprouver aucun remords? Vous êtes des monstres. Le seul qui va éprouver des remords, qui va comprendre à quel point il s'est fait manipuler et piéger, est Billy, qui pendant 2 heures va paraître effondré et même traumatisé par ce qu'il a fait. Au moment de raconter le meurtre, le coup de feu, la fuite, il sera en larmes avec beaucoup de mal à parler. Il racontera tout, que Pamela l'a manipulé, qu'il ne voulait pas vraiment tuer Greg, que Greg ne lui avait rien fait. Mais quoi qu'il arrive, il est coupable. Ralph Welch passera lui aussi devant le tribunal en tant que témoin et il racontera tout ce qu'il sait, tout ce qu'il a découvert après le meurtre et pourquoi il a dénoncé ses amis. Pamela, lors de son audience, paraîtra très froide, très sûre d'elle. Elle parle nettement et sèchement, persuadée de convaincre les jurés. Elle se dit innocente, n'a rien à voir avec le meurtre et les garçons mentent. Ils ont tout organisé. Le 22 mars 1991, les verdicts sont rendus. La cour entre alors dans le tribunal. Le juge demande alors le verdict concernant Pamela. La charge de commettre un meurtre avec conspiration. Coupable ou non coupable? Coupable, répondra la jurée. Concernant la charge de complicité de meurtre. Coupable ou non coupable? Coupable. Concernant la charge de manipulation de témoins. Coupable ou non coupable? Coupable. Les parents de Greg sauteront de joie et seront filmés en larmes. Number 2. Number 3. Number 4. Pamela Smart, le 22 mars 1991, a été reconnue coupable de toutes les charges reconnues contre elle. Elle a alors été condamnée à la prison à vie. Elle va beaucoup faire parler d'elle jusque dans les années 2000 puisqu'elle va tout faire pour être innocentée, va déposer plusieurs dossiers, mais tous seront refusés et à ce jour elle a épuisé tous les recours possibles pour sortir de prison. Il faudrait donc un miracle qui j'espère n'arrivera pas pour qu'un jour elle soit libérée. Elle donne régulièrement des interviews à ceux qui s'intéressent à l'affaire et n'a jamais changé sa version des faits. Elle ne sait rien, n'a rien à voir là-dedans et les garçons ont tout manigancé seuls. Elle sera examinée par des experts qui la décriront comme psychopathe. Mais quelle peine ont eu nos garçons? Ont-ils été jugés coupables ou non coupables? Billy et Pete furent condamnés à 40 ans de prison. Vince et Raymond à 30 ans. Raymond fut libéré après 13 ans de prison et Vince après 15 ans. Billy, quant à lui, aura un comportement exemplaire en prison et sera libéré en 2015 après 25 ans. À son audience, pour plaider sa libération, comme lors de son procès, il était en larmes. Âgé maintenant de 41 ans, toute sa jeunesse lui est passée sous le nez à cause de la manipulation d'une femme. Lors de cette audience, le frère de Greg va intervenir. « J'ai une réponse pour vous, Flynn. C'est la même réponse que tu as donnée à mon frère Greg Smart il y a 17 ans alors qu'il demandait pitié. Et la réponse a été... Pete fut libéré également en 2015 après 25 ans, âgé de 41 ans.
D'après ce que j'ai pu trouver, les garçons ne se sont jamais revus. Ils vivent tous maintenant dans les alentours de Derry, ont tous un travail et ils ont réussi à fonder une famille. Aujourd'hui, ils vivent libres et pour le peu qu'ils aient donné des petites interviews rapidement aux journalistes qu'ils croisaient dans la rue, ils disent regretter leurs actes et être contents d'être libres aujourd'hui. Pamela à ce jour est toujours en prison et même en 2020, elle n'a pas changé de discours. Dans cette affaire, c'est la seule qui reste aujourd'hui en prison. Elle n'a jamais avoué ni montré aucun remords. De mon côté, je suis persuadé que si Billy n'avait pas rencontré Pamela, s'il n'avait pas été manipulé et s'il n'avait pas entraîné dans sa chute ses amis, il n'aurait jamais tué un homme. C'est donc ainsi que se termine la très triste affaire Pamela Smart. Si vous avez regardé la vidéo, ce que vous mettez horrible en commentaire, puisque je pense vraiment que cette histoire est horrible. On parle quand même d'un homme qui a été abattu de sang-froid par des lycéens. N'oubliez pas le pouce bleu et de vous abonner. Vu le temps que m'ont pris mes recherches, je pense que cette fois-ci, je le mérite. Bref, c'était Max Guys, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle HVF. N'hésitez pas à aller en description pour vous aussi personnaliser votre propre néon. Et puis,